Il y a Alors, 50 personnes connectées. il est 11 heures et donc nous sommes prêts pour commencer notre webinar. Je vais donc donner la parole à Jean-François. Jean-François, peux-tu lancer officiellement notre webinar à 11 heures? Let's go. C'est parti. Bonjour, bienvenue à tous à ce webinar, construire un projet prédictif des ventes, notamment grâce aux méthodes et outils de l'intelligence artificielle. Alors je dis notamment parce que nous le verrons au cours de cette présentation, ce ne sont pas les seules dimensions de ce type de projet. Je m'appelle Jean-François Jarnot, je suis vice-président en charge des activités New Energy Opportunities au sein de CGI Business Consulting. Alors, petite page de réclame, CGI Business Consulting, c'est quoi? C'est le cabinet de conseil du groupe CGI. Nous sommes un peu plus de 2500 consultants à travers le monde, dont 900 en France, avec une gamme de prestations qui vont du conseil en stratégie jusqu'au pilotage de grands programmes de transformation, en passant par le conseil en management. Nous menons à bien nos missions à la fois grâce à une intimité sectorielle qui nous permet une connaissance fine des enjeux de nos clients, mais également des équipes pluridisciplinaires compétentes à la fois sur des dimensions métiers, mais également en IT stratégie. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, donc le prédictif des ventes. Nous avons une petite heure à passer ensemble. L'objectif est que ce soit le plus interactif possible. Donc, vous verrez quelques sondages au cours de la présentation, mais également pour vous la possibilité d'accéder au chat pour poser des questions. Donc, en haut à droite de votre écran, vous avez un petit logo qui vous permet d'accéder à ce chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous nous efforcerons d'y répondre le plus possible. Et si toutefois il y a quelques questions qui sont sans réponse, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement. Pour illustrer ce webinaire sur le prédictif des ventes, nous avons l'honneur d'être accompagnés par l'équipe Total du département Supply et Logistique France, donc de Total Marketing Service, avec qui nous avons eu l'honneur de mener ce projet. Donc nous partageront leurs enjeux et puis les différents leviers que nous avons utilisés pour y répondre. Je vous propose de passer directement la main à Franck et à Wiza pour qu'ils se présentent plus en avant. Franck, à vous la parole. On vous entend pas, Franck. Bug du 21e siècle d'allumer son micro. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Franck Laroche, je fais partie de la société Total Marketing France. Je suis en charge du projet Nouvelle Distribution France, qui a pour but de renouveler des outils présents à la logistique autour du transport, de la distribution de carburant et de la livraison des clients du Total Marketing France. Et dans le cadre de ce projet, nous avons eu la très bonne idée de vouloir expertiser notre prédiction de vente pour pouvoir l'affiner et être au plus près du besoin du client. Et pour ça, nous avons développé plusieurs modules qu'on verra un petit peu dans le détail après, et notamment notre intelligence artificielle autour des outils de prédictif de vente, dont Wiza a la charge en tant que responsable de ce module. Wiza, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Wiza Delerba de la société Total Marketing France. Je suis donc actuellement responsable du module prédictif des ventes carburant. Donc, dans le cadre de ce nouveau projet SI que nous avons lancé au niveau de la direction supply et logistique. Et donc, tout au long de ce webinaire, ma contribution portera essentiellement sur notre retour d'expérience concernant le pilotage et la mise en place d'un tel projet qui touche au machine learning, à l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, François-Xavier Forest, je suis directeur chez CGI Business Consulting sur la practice Supply Chain Management. Donc je serai le monsieur loyal de votre webinaire aujourd'hui. Donc je vous adresserai, enfin je retransmettrai les questions que vous voudrez bien nous adresser sur le webinaire dans la partie chat participant.
Et je rappelle assez simplement que l'objectif de notre webinaire, c'est de décrire des éléments pragmatiques de l'approche projet qui a été mis en place par Total, mais d'une manière aussi un petit peu plus générique pour un projet d'intelligence artificielle. L'idée est aussi de démystifier la construction et le déploiement d'un projet lié à l'intelligence artificielle. Alors, démystifier, le mot est un petit peu fort, mais surtout le démocratiser, car ça reste quelque chose d'assez particulier aujourd'hui quand même encore. Et identifier en amont les domaines prioritaires de travail pour bonifier justement un projet intelligence artificielle si certains d'entre vous souhaitent se lancer sur ce genre de projet. Alors, ce webinaire, il a été construit pour échanger et contribuer à faire passer en fait cette culture de l'UA au plus grand nombre. Et on souhaite que ce webinaire puisse faire des petits dans la tête pour vos projets. Et ça sera avec plaisir que nous répondrons à vos questions. Donc, vos questions dans le chat participant et un modérateur nous retransmettra les questions pour les agréger parce que souvent on a les mêmes types de questions et puis nous les poserons, enfin nous les auto-poserons, nous orateurs, à la fois côté Total ou côté CGI. Et je vous propose maintenant de passer sur le contexte en fait du projet Total pour que vous ayez, quand les intervenants Total parleront, une idée précise de ce qu'est leur projet et finalement de pourquoi ils sont allés sur ce sujet-là d'intelligence artificielle. Donc Franck, c'est à toi. Alors, comme en intro, je présentais, on a le besoin de changer des outils qui aujourd'hui étaient devenus obsolètes et qui traitaient autour du transport de marchandises et la livraison des stations-service. Dans ces outils actuels, nous avions des modules qui permettaient de faire du push, de déterminer un besoin et d'être capable de remplir les camions pour aller livrer des stations-service notamment et les clients du Marketing France. Ces outils étant basés sur des technologies un peu anciennes, sur des historiques qui permettent de faire de la tendance et de faire du calcul de statistiques basé sur une très courte période. On a voulu pouvoir maximiser et expertiser différents modules. Notre chaîne de valeur aujourd'hui est assez classique. On a dans l'upstream toute une partie d'appro des dépôts, récupérer du produit, de pouvoir livrer nos différents dépôts répartis sur toute la France, et ensuite d'être capable de transporter ces marchandises depuis ces dépôts dits secondaires jusqu'à nos clients livrés. Cette chaîne est composée d'apports depuis la côte, avec du transport amont, notamment sur du pipeline ou du transport massif par barge. Et puis ensuite, le brut est apporté dans nos raffineries. Ces raffineries elles-mêmes réexportent ce produit notamment par pipeline, mais aussi par camion, par train ou par barge, jusqu'au dépôt secondaire. Et ensuite, voilà, un transport camion jusqu'à nos clients finaux. La grande valeur, c'est d'être présent et d'être réparti partout sur le territoire et d'être capable d'approvisionner et nos dépôts et nos clients depuis des sites qui ne se situent pas trop loin de nos clients finaux, pour des raisons logistiques et de disponibilité de la ressource produit, idéalement et également répartie dans le pays. Voilà, globalement pour la supply chain carburant qui est somme toute relativement classique. Alors, quand vous dites, c'est une question là qui nous arrive de Olivier. Olivier nous dit, vous dites plus de visibilité aux dépôts approvisionneurs, c'est ça, les dépôts primaires, mais sur quoi? Sur la demande client, sur les encours de stock ou dans quel but? Alors, principalement, ça va être pour estimer au plus fin et au plus près et en temps réel qu'il va y avoir besoin, enfin, de sortie de produits du dépôt, et donc d'être capable d'approvisionner au mieux ce dépôt et de pouvoir remonter la chaîne ensuite et de transmettre cette information à la chaîne. L'idée étant de partir du bas de la chaîne, donc du besoin du client, du site livré, d'être capable de déterminer sa prédiction de vente, d'avoir une vision sur ses ventes au plus court et au plus fin possible,
mais aussi de pouvoir remonter donc cette info au niveau du supply et d'approvisionner nos dépôts en conséquence. L'échelle de temps, elle est différente en fait entre la prédiction pour le transport, donc à très court terme, et une vision supply qui travaille à plusieurs semaines, voire à plusieurs mois en amont. Et donc ces prédictions ont deux échéances de temps, d'être capable d'informer le transport à court terme du besoin et de livrer le client, mais aussi de remonter l'info de façon macro au niveau du supply pour que les approvisionnements à 10 jours ou à un mois puissent se faire et qu'on ait des plans d'approvisionnement cohérents avec le besoin des clients livrés. Donc la remontée d'infos, elle est dans les deux sens, mais du côté dépôt, c'est bien pour de l'appro et donc de la vision macro à 10, 15 ou 15 jours ou un mois du besoin, de la sortie définitive. Ok. Donc pour ce point-là, en fait, vous souhaitez, côté Total, anticiper les aléas et les perspectives du marché, et c'est ainsi que vous avez en fait un petit peu décidé d'aller vous risquer sur un module intelligence artificielle. Et donc, je vais donner maintenant la parole à Wiza qui va nous dire un petit peu comment vous avez envisagé ces modules en fait, ce module prédictif et leur agrégation dans votre écosystème d'optimisation et de transport management system pour organiser les tournées. Alors en fait, pour répondre aux enjeux exposés précédemment par Franck sur toute notre supply chain, en plus de l'expertise métier que nous développons, capitalisons et améliorons en continu, nous avons donc lancé ce nouveau programme SI qui se décompose en trois parties ou trois modules. Donc, de la droite vers la gauche, un module applicatif Transport Management System pour l'organisation des tournées camions et pour permettre aujourd'hui d'utiliser de nouvelles fonctionnalités un peu plus évoluées que ce qu'on a comme système actuellement. Au milieu, un module d'optimisation logistique. Donc, pour optimiser nos approvisionnements, nos niveaux de stock et les moments auxquels les sites clients doivent être livrés. Et enfin, et ce qui est l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, donc un module prédictif des ventes, donc qui est un module qui s'appuie sur des technologies de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc ce module, donc en plus des algorithmes de machine learning appelés demand sensing que l'on va utiliser et qu'on implémente, c'est un module qui va combiner et compiler des données internes de l'entreprise, donc dites des données endogènes, donc à savoir les historiques de vente par exemple, ce qui va correspondre à nos time series, les plannings de maintenance, des événements liés au fonctionnement de nos stations-service ou de nos clients, et des événements externes, donc dits exogènes, des données externes, dites des données exogènes, qui sont disponibles soit en open data, soit qui sont des données payantes auprès de fournisseurs externes. Et je peux citer par exemple les prévisions météo, les interdictions de circuler des poids lourds, la circulation bison futé, etc. Donc ce module va nous permettre d'établir des prédictions de vente qui vont plus se baser simplement sur des calculs statistiques sur un Excel de moyenne glissante sur un certain nombre de mois ou de comparaison d'une année sur l'autre avec une intégration d'un paramètre d'évolution marché, mais qui reste quand même une façon de calculer assez simple et basique. Ça va nous permettre d'intégrer de nouveaux leviers que nous savons comme étant impactants sur nos ventes et qui vont nous permettre justement d'améliorer les prévisions qui sont faites aujourd'hui, qu'on va appeler maintenant des prédictions et qui se baseront sur tous ces éléments de données internes et externes. Alors, Wiza, on a deux questions. Oui. Quelles sont les typologies d'aléas qui influent sur la demande client? Oui.
Voilà. Et puis un autre sujet, mais Franck répondra, ou peut-être que tu peux répondre, parce que la question est assez simple, c'est le transport est-il assuré par Total ou des prestataires logistiques? Okay. Donc les typologies d'aléas qui peuvent influer sur les ventes. Alors nous avons différents événements. Alors puisqu'on parle d'aléas, moi je vais plutôt parler d'événements prévisibles et d'événements non prévisibles. Certains peuvent être récurrents. Donc, mais si on commence par la partie aléas, les événements aléatoires qui pourraient influer sur les ventes, on peut citer des grèves. On peut citer, par exemple, de l'actualité qu'on a eue pendant quelques années, les gilets jaunes qui vont bloquer des dépôts, qui vont empêcher des livraisons en station-service, par exemple. On peut citer quand même la crise actuelle que nous vivons, qui est une première pour nous en tout cas, donc une crise sanitaire et donc Covid. Donc tout ce qui a entraîné, tout ce que ça a engendré. À savoir des confinements, donc moins de circulation, donc moins de consommation en station-service et moins de ventes. Voilà, c'est ce genre d'aléas qui peuvent aujourd'hui influer les ventes, qui ne sont pas forcément anticipables, mais qui, à travers l'expérience, peuvent être, en cas de reproduction à l'avenir, prise en compte par le système intelligent. Pour compléter un peu, plus que découvrir des choses, à ce stade du démarrage, enfin, on est dans la phase de démarrage, à ce stade, c'est plutôt d'être capable de pondérer des notions qu'on connaissait. La météo, par exemple, dans notre business, on le sait historiquement beaucoup d'effets sur notre activité, mais ce qu'on a plutôt découvert, c'était le fait que c'était plutôt des écarts à la température ou des écarts à la météo, on va dire traditionnelle, qui permettent d'affiner en fait les prédictions de vente. Si je donne un exemple, on se rend compte par exemple que sur l'ouest de la France, notamment sur la Bretagne, l'effet de la pluie n'a que très peu d'impact. Je respecte beaucoup les Bretons, mais l'effet de la pluie n'a que très peu d'impact. Par contre, l'effet de la température pourrait avoir plus d'impact dans les Alpes. Il fait très froid, et il y a peut-être moins de circulation. Voilà, c'est plutôt d'être capable de dire que pour un événement donné, l'effet n'est pas le même sur la clientèle et sur le client final. Donc, d'être capable de mesurer plus finement en fait l'impact d'un événement sur un panel de clients. C'est vraiment ça que l'IA nous a permis de mettre en exergue à ce stade du projet, d'être capable d'affiner les choses. Concernant la partie logistique transport, nous faisons appel à des prestataires logistiques. On a un panel de transporteurs et un panel de contrats qui nous permet de couvrir nos besoins. On a des contrats de location permanente pour assurer une grande majorité de notre activité, et on fait appel aussi à du transport public quand il y a des pics d'activité à des moments clés dans l'année, les départs en vacances et autres événements de ce style. Très bien. J'ai encore une question et puis après on passera au stade suivant. C'est, y a-t-il un module de type reporting KPI pour mesurer dans le temps l'efficacité du module prédictif des ventes? Alors, dans le module actuel, nous avons des KPI et des reporting qui permettent de mesurer les écarts entre les prédictions de vente qui ont été établies et ensuite de les confronter aux ventes réelles qui ont été réalisées. Donc, ce qui déjà, dans un premier temps, nous donne une indication sur la qualité de notre prévision, d'une part. Et d'autre part, le module en soi étant un modèle de machine learning, on a, en ce qui concerne le modèle, ce qu'on appelle des métriques ou des KPI de type forecast accuracy, donc précision du modèle, qui nous permettent de nous dire le modèle tel qu'il est paramétré aujourd'hui avec les éléments endogènes et exogènes qu'on lui injecte, quel est son niveau de précision.
Donc, on peut en permanence continuer à améliorer un modèle et son niveau de précision. Alors, on peut dire jusqu'à atteindre 100%, mais c'est beaucoup d'investissement de temps et d'énergie pour atteindre 100%. Mais on peut se fixer des seuils de satisfaction de qualité du modèle, 90%, 95%, et en permanence et en temps réel, on a ce module dans le module des KPI qui mesure et qui nous donne la qualité du modèle. Donc, on a d'un côté la qualité du modèle et d'un autre côté la qualité de la prévision. Merci, Wiza. On a encore tout plein de questions, mais on va avancer un petit peu. Et puis, de toute façon, on s'est réservé un petit 10 minutes de questions en fin de webinaire. Donc, ce sera avec plaisir qu'on prendra ces questions. On va maintenant dézoomer le périmètre total pour revenir sur quelque chose de plus générique concernant l'intelligence artificielle. Sur la présentation que vous avez là, on montre ce que est l'intelligence artificielle au quotidien. Alors, on se pose un petit peu toujours cette question, qu'est-ce qu'il y a dans Alexa d'Amazon, dans Siri d'Apple et dans bien d'autres petits outils. On a cité là 2 exemples, mais il y en a de plus en plus. Il y a l'exemple de l'algorithme Aladdin du fonds de gestionnaire d'actifs BlackRock, qui a basculé une partie de ses investissements sur de la finance à haute fréquence, qui était jusque-là gérée par des analystes, donc des hommes et des femmes, vers une gestion par algorithme sur sa plateforme d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un autre exemple qu'on voit moins au quotidien que Siri ou Alexa. Et puis, un autre sujet qui est assez intéressant, même si on l'a déjà un petit peu développé pour les avions, on est en train d'évaluer la possibilité de faire naviguer des bateaux. Et c'est le cas du Mayflower, le trimaran qui vous est présenté là, qui est piloté par par Captain AI, comme Captain Artificial Intelligence, qui est donc piloté par une intelligence artificielle, et ce bateau va traverser en fait tout seul l'Atlantique, pour rejoindre des côtes britanniques, les côtes américaines. Il n'y aura pas d'équipage, et donc c'est un clin d'œil au Mayflower qui, il y a 400 ans, a fait cette même traversée, mais à l'époque avec des voiles et avec et un équipage. Voilà. Alors, cette intelligence artificielle pour ce bateau, elle doit éviter les courants marins, elle doit éviter les containers qui flottent sur l'eau, elle doit détecter donc au radar des bateaux de pêcheurs, etc. Elle doit être alimentée avec sa propre énergie. Enfin, tout ça est piloté par une seule et unique intelligence artificielle. En front office, en back office, il y aura de l'humain, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Après, dans le FMCG et dans le retail, donc on a des marques e-commerce qui accélèrent la recherche de produits avec des fonctionnalités de recherche vocale et de recherche automatique. C'est peut-être ce que vous utilisez aujourd'hui quand vous faites des achats sur Internet. Netflix qui offre un contenu personnalisé pour ses utilisateurs en fonction des habitudes un petit peu de consommation. Et donc, ils ont créé un algorithme qui recommande tout simplement des nouvelles séries ou de nouveaux films à regarder en fonction des données, entre guillemets, obtenues sur l'utilisateur. C'est là aussi où il y aura un sujet RGPD avec l'analyse comportementale. Et puis, les préférences et l'heure à laquelle, en fait, chaque spectateur regarde ces informations. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin pour essayer de définir en fait ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors vous qui nous écoutez, vous avez certainement, vous appartenez certainement à des secteurs d'activité différents, et peut-être vous vous retrouvez par rapport aux exemples que j'ai donnés. Alors, il y a un petit icône avec le test de Turing qui est positionné. Alors, je pense que vous connaissez Alan Turing, qui est un mathématicien donc et cryptologue britannique, qui a entre autres participé au décodage de la machine de communication allemande Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, le test de Turing définit assez bien ce qu'on peut attendre d'une intelligence artificielle d'un point de vue innovation. Alors, en fait, le test consiste à, en aveugle,
premièrement, s'adresser à une machine et deuxièmement, s'adresser à un humain. Et l'idée de Alan Turing était de trouver à partir de quand, tout simplement, une machine, alors il a appelé ça comme ça, devenait consciente. C'est-à-dire que quand l'homme ne saurait plus faire la différence entre les deux tests. C'est-à-dire il ne saurait plus s'il s'adresse à une machine ou à un humain. Alors, tout ça nous amène bien sûr à une définition qui est celle que vous voyez sur le document, qui est proposée en fait par le Larousse. Donc, l'IA est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle. Alors, le mot important, je crois, c'est simuler l'intelligence artificielle, parce que je crois que on n'y est pas encore tout à fait pour simuler l'intelligence humaine, pardon, parce que je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait, et je pense que l'humain reste encore un peu au cœur de nos problématiques. Alors, on va revenir un petit peu au monde de l'entreprise, donc et à nos ventes, et donc on bascule sur, alors si j'arrive, je sais pas, tac, voilà. Sur nos prévisions de vente, en fait, on avait historiquement des prévisions de vente qui se transforment maintenant en prédictions, pour faire un petit changement. Alors, sur les prévisions, l'humain avait l'information, la connaissance en entreprise de facteurs explicatifs d'un certain nombre d'événements qui se passent dans l'entreprise. La prévision est basée sur un historique qui ne préjuge pas des performances futures. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, au-delà du fait que les informations cognitives sont importantes, il y a aussi, bien sûr, un outil qui aide à agréger les données. Et aujourd'hui, très souvent, les outils utilisés sont de type Excel, le fameux enfer d'Excel. Et la concentration est plus portée sur comment je produis l'information plutôt que sur leur analyse véritable. Alors, le lien avec la prédiction, en fait, c'est de passer à un stade supérieur, qui est de pouvoir anticiper donc certains facteurs explicatifs. Mais l'humain les confronte bien sûr à un éclairage nouveau sur des données que peuvent proposer en fait des lois remarquables quand on fait des corrélations de facteurs, par exemple. Cela permet d'anticiper l'utilisation d'indicateurs avancés de type leading plutôt que des indicateurs suiveurs de type lagging. Alors après, on peut aller aussi avec la prédiction sur des segmentations par classe de données multiples qui mettent souvent à mal la loi des grands nombres et des moyennes qu'on utilise beaucoup justement dans la partie prévision. Et dans la prédiction, bien sûr, la concentration est portée plus sur des scénarios, des simulations et la communication et les échanges avec des autres départements de l'entreprise. Ça, c'est un facteur très important, surtout dans le cadre d'un SNOP, ou autrement appelé PIC PDP en supply chain. Donc, dans les deux cas, en fait, la planification de la demande permet de trouver des leviers d'Optime pour synchroniser en fait les opérations. Alors, puisqu'on parlait de supply chain, pourquoi pas d'approvisionnement, de production, de vente, marketing autour d'un plan partagé qu'on retrouve bien sûr dans le SNOP et qui est drivé par un demand planner et qui propose donc une aide à la décision de planification des opérations. Alors, faut pas que j'oublie d'appuyer sur les boutons parce que je parle vite, mais de temps en temps, il m'arrive d'oublier le sujet. Alors, je pense que Wiza, là, juste par rapport à ce que je viens de dire en introduction, il y a des choses qui se sont passées justement dans votre projet par rapport aux 4 points là, qui sont cités. Oui. Donc, je pense qu'il y a eu un petit changement culturel à faire, non? Oui, bien entendu. Déjà, peut-être on peut déjà se poser la question de pourquoi on a décidé de passer en mode prédictif. Donc pour plusieurs raisons. La première étant et la principale étant l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des prévisions de vente. Et donc, comme je l'avais dit précédemment, à travers des leviers que nous connaissons aujourd'hui, pouvant impacter les niveaux de vente, mais que nous n'utilisons pas, faute de possibilité de les modéliser et de les intégrer dans les outils dont nous disposons aujourd'hui.
et donc ce qui va nous apporter des gains qualitatifs et quantitatifs à notre supply chain. La deuxième raison, c'est l'amélioration et la satisfaction de nos clients, qu'ils soient internes ou externes. Et enfin, à l'ère de la digitalisation et du machine learning, nous devons de nous approprier les nouveaux outils du marché et surtout les nouvelles technologies. Et donc tout ça, ça passe, comme l'a dit François-Xavier, à travers un changement culturel. Ça nécessite des évolutions et des changements de processus et d'organisation. Je peux citer par exemple l'introduction de la fonction d'un demand planner, qui aujourd'hui existe un petit peu dans la maison, mais dans différentes entités et sans vraiment porter la casquette de demand planner. Et surtout, ça nous amène à nous concentrer et à nous focaliser sur tout ce qui est données, la gestion de la data, la qualité de la data, la volumétrie de la data et tout ce qui va avec. Alors, justement, là, sur ces sujets-là, ça nous amène à discuter en fait des data, des facteurs de bascule sur le paradigme prédictif. Un petit peu de latence sur le slide, voilà. Donc c'est le titre de la documentation que vous avez sur les yeux. Donc là, Wiza aussi, tu pourras engager à nouveau des raisonnements sur votre projet, mais globalement pour les données, il y a des données donc dites exogènes, des données endogènes, donc bien sûr par rapport à l'entreprise. Donc là, il faut, Wiza nous expliquera un petit peu, nous a déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, mais il nous dira un petit peu plus en détail quelles sont les données endogènes et exogènes qui ont été traitées. La qualité des données aussi, qui est un point majeur, et l'enrichissement et la valorisation de ces données. Donc Wiza, là, est-ce que tu peux nous dire un petit mot déjà sur ces trois petits points? Alors oui, pour la data. Donc je pense que l'un des facteurs clés de la réussite d'un tel projet concerne la data. Donc les données, on doit savoir où les trouver, dans quel système d'information source, comment les récupérer et les collecter. On doit se poser la question de quelle profondeur d'historique on va prendre en termes de données, parce que peut-être que trop de données, tu l'as donné. Pas assez de données ne nous permettra pas d'avoir un modèle performant. Donc, trouver le juste milieu sur la profondeur des historiques à utiliser en termes de données, donc la volumétrie de nos données. Identifier les éléments impactant les ventes. Il y a aussi une étape assez importante qui concerne donc le nettoyage, donc ce qu'on appelle la data cleansing. Donc, le nettoyage de nos données, les historiques de nos données, des données. À savoir identifier et nettoyer les valeurs aberrantes qu'on a pu avoir dans nos sources de systèmes d'information, de façon à ce que on garde une base de données propre et que le modèle puisse apprendre sur des données propres. Et puis enrichir tout ça, bien entendu, de tout ce qui est données endogènes et exogènes. Donc endogènes, par exemple, des plannings de maintenance de nos stations, qui ont forcément un impact sur les niveaux de vente, puisqu'on doit fermer entièrement ou partiellement une station lorsqu'elle est en maintenance, ou alors les données exogènes dont j'ai déjà parlé, à savoir l'intégration des prévisions de pente, donc température, précipitation, les jours fériés, donc tous les calendriers de jours fériés, les week-ends prolongés, qui ont un fort impact, bien entendu, sur les niveaux de vente. Qu'est-ce qu'il y a? Les interdictions de circuler poids lourds, donc sur certaines dates qui sont connues et publiées, et la circulation bison futé, donc qui nous permet de savoir les jours de départ qui engendrent les départs en vacances, qui engendrent des niveaux de consommation supérieurs, etc. Donc voilà, pour la data, c'est enfin en tout cas nous, notre Rex par rapport à ça, c'est quand même le pilier et il est hyper important de pouvoir maîtriser, connaître les différentes sources d'informations
pouvoir collecter sous un certain format nos data pour les rendre exploitables, et surtout pouvoir les qualifier et expliquer certains historiques de façon à injecter tout ça au modèle et qu'ils puissent les prendre en compte. Alors, on a une question. Pardon. En complément là sur le retour d'expérience autour de la data, on a été amené en fait à s'adresser à nos clients internes, tout ce qui est les directions du réseau et tout, et les différents branches commerciales de la société pour récupérer des données qui sont en fait entre leurs mains. Et le retour d'expérience qu'on a, c'est que tout le monde n'exploitant pas toutes ces données, ou plus précisément ne les exploitant pas avec le même biais, il a fallu notamment dans les sources être capable de les retravailler en amont pour les mettre aussi au format qu'on attendait chez nous. Pour donner des exemples, en station-service, on va pouvoir travailler sur à la maille du ticket de vente, par exemple, et nous, on va plutôt travailler à la maille de l'heure. On n'a pas besoin d'être aussi dans un détail aussi fin. Et donc, dès qu'on attaquait on s'approchait d'une source pour nous fournir une information, on se rendait compte qu'il y avait un vrai travail, comme disait Wiza, de data cleansing, de nettoyage, mais aussi de compilation ou de travail en amont. Et donc, il y a des échanges assez pointus et assez techniques au niveau des sources pour être certain qu'on nous produise la source et qu'on nous communique les sources de façon pérenne et de façon correcte déjà en amont dès le départ. Donc en fait, à chaque fois qu'on attaque une source, on se retrouve à être obligé de faire une part de nettoyage, une part de préparation pour voir. Donc ça démultiplie le temps nécessaire. Plus les sources sont importantes, il faut prévoir dans le temps du projet d'être capable de travailler la source en amont pour pouvoir la réceptionner, avant de pouvoir la collecter et de l'intégrer dans les outils d'intelligence artificielle. Alors, on peut dire, on peut aussi résumer que on peut enrichir les data avec des data qui sont externes, qui ont certainement un prix, etc., ou même disponibles en open data. Ça, c'est le premier enrichissement. Mais le tout premier enrichissement initial, c'est sans doute l'enrichissement par les données internes qui sont mal exploitées ou pas du tout utilisées. Absolument. Voilà. OK. Alors, parmi les facilitateurs aujourd'hui que l'on a justement dans les projets d'intelligence artificielle, nous avons donc la volumétrie et la volumétrie des données, c'est-à-dire aujourd'hui les données sont abondantes, qu'elles soient captées par des IoT, renseignées elles-mêmes par un client sur n'importe quel système. Donc ça permet à l'intelligence artificielle de se développer quant à l'abondance des données. Ensuite, il y a des triptyques à mettre en place parce que foisonner avec des données, c'est bien, mais il faut quand même avoir l'esprit clair sur l'organisation. Donc, je vais citer rapidement 3 acronymes que vous avez à l'écran. MDM pour la gestion des données de référence. C'est la gestion, c'est le Master Data Management. Le PIM, qui est la gestion de l'information du produit, Product Information Management, donc qui a attrait au contenu de l'information produit, et puis le DAM, qui est la gestion du patrimoine numérique, qui est la solution qui permet le stockage et la gestion de tout le patrimoine numérique d'une entreprise. Et ces 3 facteurs-là, s'ils ne sont pas déjà en place, il faut absolument les prévoir dans un projet d'intelligence artificielle, justement, comme le disait Wiza, par rapport aux nombreuses datas qui sont à traiter. Donc, il faut organiser un petit peu tout ça. Et puis, en point d'attention, la gouvernance des données et des master data. Donc, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on vient de dire, mais quand on parle de gouvernance des données, on appuie sur le fait qu'il est préférable d'avoir une organisation humaine autour de ces données, c'est-à-dire un CIO, donc Chief Information Officer, un responsable de la donnée des master data, etc., etc. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ces organisations dans la littérature qu'on trouve sur Internet et plus précisément sur une bibliographie que l'on vous a joint avec quelques petits documents sur lesquels vous pourrez vous appuyer et qui sont des entrants à votre réflexion. Ensuite, il y a la robustesse du socle technique. La gestion des data ne se fait pas sans socle technique. Donc, les data lakes et autres API sont
éminemment importants dans le traitement de vos données, dans leur stockage, dans leur pérennité, tout simplement aussi parce que souvent, aujourd'hui, on s'adresse à des modules SaaS dans l'entreprise et donc il faut être à même de pouvoir s'interconnecter avec ces éditeurs de logiciels. En fait, comme point d'attention, il y a aussi le coût des données. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il faut faire attention aux abonnements puisque si vous avez des données qui se refreshent tous les jours et que vous les payez tous les jours, ça peut vous coûter très cher. Enfin, et dernier point, l'attention aussi portée sur la RGPD, l'éthique et donc responsabilité sociale d'entreprise et aspect réglementaire. J'en parlais un petit peu tout à l'heure par rapport à l'analyse comportementale. Il faut aussi faire attention à ce qu'on peut faire et ne pas faire avec des données, surtout quand elles sont ciblées sur des particuliers, par exemple, ou des entreprises de façon un peu plus précise. Voilà. Peut-être un point général et au-delà de la data et avant d'arriver à la data, bien que ça soit quand même le point principal et le pilier et je vais dire l'un des éléments clés de la réussite d'un tel projet. En tout cas, nous, de notre côté, nous avons tout d'abord pensé à bien nous faire accompagner pour la conduite du projet. Donc, grâce à des ressources internes et externes sur ce projet. Donc, nous avons d'une part notre DSI qui nous accompagne projet, mais également CGI Business Consulting, comme vous pouvez tous vous en douter, qui nous accompagne sur ce projet depuis le début. Donc, un petit clin d'œil à Vanessa, donc qui en plus de François-Xavier nous épaule sur le projet depuis son lancement. D'une part, et puis d'autre part, donc bien faire une étude de marché pour choisir l'éditeur avec lequel nous souhaitons nous engager. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs produits de prédiction de vente sur le marché. Donc nous avons choisi de passer par une phase de RFI, de Request for Information, ce qui nous a permis de choisir de réaliser un POC, donc un Proof of Concept avec une start-up que je peux nommer, qui est DCBrain. Et nous avons, à la suite de ce POC, réalisé un pilote avec un éditeur qui a quand même plus de 15 ans d'existence sur le marché, qui est FutureMaster. À la suite de quoi, nous avons fait le choix de lancer et de continuer le projet avec FutureMaster. Donc pour différentes raisons, donc l'idée ici n'étant pas de comparer l'un et l'autre des éditeurs, mais l'une des raisons principales pour nous était de choisir un outil standard sur étagère et d'être accompagné par FutureMaster, d'abord pour le produit en soi, mais également pour la partie conseil qui est apporté tout au long du projet. Voilà. Ok, merci. Donc, en passant par les data, on arrive enfin à permettre la construction d'une solution d'apprentissage, autrement appelée outil d'intelligence artificielle. Alors, on a voulu résumer sur ce slide qui est un peu chargé. En fait, ce que l'on voit, ce que l'on connaît, et puis et je me rappelle plus le dernier point parce qu'il est tout au bout. Parce que là voilà, la presque boîte noire justement pour essayer de démystifier un petit peu l'intelligence artificielle et les solutions AI. Donc, ce que l'on voit, tout simplement, c'est qu'on a toujours des hommes et des femmes qui sont présents et qui sont des data owners, des data scientists, des demand planners. On les a un petit peu évoqués tout à l'heure au travers des données. On a des mots qui reviennent en fréquence, qui sont des caractéristiques, des fréquences, pas de temps, événements exceptionnels, corrélation, causalité, limite haute, limite basse, forecast accuracy, on en a parlé tout à l'heure, data driven, IHM, interface homme-machine. Et puis, parce qu'on a fait un peu le focus aujourd'hui sur le projet qui est présenté aujourd'hui avec Total, qui est donc l'activité exemple supply chain management avec des SNOP, du multi-échelon, c'est-à-dire du multiniveau, et puis du MRP ou du DRP, donc Distribution Requirement Planning. Donc aujourd'hui, on peut dire que Total est dans un mode DRP, c'est-à-dire Demand Driven Distribution Requirement Planning. Alors, au cœur de
ce que l'on connaît quand on parle d'IA quand même, parce que on a tous dans la tête le cœur du système qui repose sur des mathématiques, des stats et de la probabilité. Alors jusque-là, rien de très extraordinaire. Et puis après, il y a une autre zone, c'est la grosse boîte que j'ai mentionnée en noir qui est à côté, hein, la presque boîte noire, donc qui est composée donc d'intelligence artificielle, de techno et de méthodes. Et puis au milieu de tout ça, ce qui fait le lien, en fait, c'est l'algorithmie. Donc c'est les algorithmes, les fameux algorithmes qui sont à la fois mathématiques, statistiques, probables, et potentiellement un peu plus technique, type réseau de neurones. Les réseaux de neurones, c'est vraiment quelque chose d'assez touchy. Et c'est là où on parle de véritable boîte noire, parce que il y a des fois on lance des trucs là-dedans, on sait pas trop ce qui ressort. Mais les grands experts savent toujours bien en parler. En revanche, pour des choses plus factuelles, le machine learning c'est le premier step, et ensuite le deep learning, qui est un apprentissage plus profond que le machine learning, qui vient s'ajouter. Alors, les technologies qui sont employées, bon, alors j'ai cité quelques mots, mais il y en a plein. Il y a de la containerisation avec Kubernetes, de la programmation Python, etc., etc. Et dans les méthodes, on retrouve alors le demand sensing, le data cleaning dont on parlait tout à l'heure pour les data, du lissage exponentiel, des mots comme mean, absolute, percentage error qui font partie un petit peu d'un élément de la forecast accuracy, donc la précision du modèle que l'on souhaite mettre en place, les séries temporelles, les régressions, le cross-tone, comme Holt-Winters, qui sont en fait des algorithmes statistiques. Alors bien évidemment, l'algorithmie là qui est au centre de notre présentation du slide, elle nécessite des réglages parce que tout simplement, c'est des modules mathématiques qui, dans le temps, peuvent dériver, même s'ils sont alimentés avec des nouvelles formes d'informations, des nouvelles informations. Donc, il y a en permanence un besoin de réglage. Et l'expérience montre que, comme disait un statisticien qui s'appelle George Box, ce qui compte, c'est l'utilité du modèle, et all models are wrong, mais some are useful. Ça, c'est sûr. Donc certains sont mauvais et d'autres sont très utiles. Reste à bien définir ce qu'est le useful. Et donc on va y revenir juste après. Et les équipes qui feront confiance en fait au résultat de la zone de calcul, elles le feront d'autant mieux si le travail fonctionnel en amont a été réalisé avec sérieux. Le travail fonctionnel en amont, c'est l'apport justement de la connaissance à mettre dans les algorithmes. Parce que on peut choisir n'importe quel algorithme, mais si on lui dit pas un petit peu ce qu'on veut faire, on l'oriente pas. Et donc, les résultats attendus, malheureusement, ne trouvent pas leur objectif. Donc, il y a un travail en amont qui concerne la data, c'est ce qu'a expliqué Wiza, bien faire le job, des processus, comment je m'organise, demand planner, etc., des besoins et des exigences aussi, et aussi de la performance quant à l'outil. Donc là-dessus, il n'y a aucun secret. Les heures passées préventivement à définir ce qu'on veut sont des heures qui sont toujours gagnées sur le correctif. Et l'humain sera toujours, à mon sens, au centre de l'IA et encore pour quelques années. Ça semble important. On passe ensuite à une autre, encore un autre voie de capitalisation, un autre levier de capitalisation, donc qui sont les points clés pour atteindre des bonnes prédictions. Alors, c'est un petit peu redondant avec ce qui a pu être dit, parce qu'on a déjà beaucoup échangé. Donc, de la méthode, penser l'organisation des équipes, préparer le change management, parce qu'il y a souvent une éducation un petit peu pédagogique à faire. Franck, tu pourrais peut-être nous dire un petit mot là-dessus. Oui, en termes de change, on a beaucoup de métiers différents en fait qui vont être soit les clients, soit les fournisseurs autour de la prédiction. Et le travail en amont a été pour la logistique, puisque nous sommes un département logistique, une direction logistique, de récupérer une partie du travail en fait réalisé par nos commerces. Et donc le change a été de s'approprier en interne ce qui est, on va dire intrinsèquement ou
conceptuellement du ressort du commerce et donc de faire de la prédiction de vente. Donc ce travail-là a été relativement fait en amont. Il est continu tout au long du projet, puisque à chaque nouveauté ou à chaque, comme je disais tout à l'heure, branchement d'une nouvelle information ou du traitement d'une nouvelle information, on doit aussi aller comprendre ce qui se passe dans le business d'origine pour s'assurer que la source nous a été correctement communiquée, qu'elle correspond bien à notre besoin, qu'elle nous permet de faire le traitement qu'on attend de cette donnée. Donc voilà, sur le travail du change, on a l'appropriation autour de métiers et de tâches qui ne sont pas dévolues directement au département. Alors ensuite, il y a les classiques test and learn, souvent en mode agile, mais on n'évite pas non plus les proof of concept. C'est un petit peu ce dont parlait Wiza tout à l'heure quant à un choix d'éditeur. Donc bâtir son écosystème depuis le début, c'est se renseigner sur ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, c'est évident. Et quel éditeur fait quoi, avec quelle solution, qu'il soit un éditeur établi sur le marché ou bien des startups qui ont toujours des belles choses aussi à proposer. Le change management, le change management, si je reviens un petit peu sur ce point, fait partie aussi d'une démarche par rapport à un management d'entreprise aussi, parce qu'il faut convaincre son management souvent et aussi ses équipes SI si elles sont pas tout à fait à l'heure sur ces sujets-là, et souvent on se rend compte dans les grandes entreprises. Enfin, je pense que dans les perspectives que peut proposer l'intelligence artificielle, nous avons donc les nouveaux produits qui peuvent être lancés sans hésitation, tout simplement parce qu'on peut requalifier facilement et reparamétrer facilement un outil d'intelligence artificielle en fonction des comportements que d'autres produits similaires auraient pu déjà avoir. Alors typiquement, là, Wiza, tu peux peut-être nous dire un petit mot là-dessus, parce que c'est le cas pour Total et sur des nouveaux produits. Attends, perdu Wiza. Alors Franck, en place de Wiza. Bah, vas-y Franck. Oui, alors on a le vrai besoin aussi qu'on a autour de la prédiction de vente, c'est d'être capable de s'ajuster au marché, et notre marché évolue beaucoup, surtout ces dernières années, et dans un rythme beaucoup plus rapide qu'attendu juste avant les crises de Covid notamment. Et donc on a tout un lot de remplacement de produits soit en termes de qualité ou même complètement en termes d'architecture, et cette prédiction-là, ces outils de prédiction nous permettent de mieux anticiper ces changements et d'être capable de très rapidement de prévoir et de prédire ce que pourrait être notre marché en se basant sur des historiques connus de produits similaires, ou d'anticiper sur des consommations, on va dire, qui peuvent se ressembler en prenant les formes des courbes, qui peuvent se ressembler pour anticiper la bascule ou la création d'un nouveau produit ou le changement d'un produit par un autre. Je voulais juste revenir sur la partie de la confiance, sur la change, sur la partie de la confiance en la boîte noire, qui dans un métier d'industriel est très important, puisque voilà, de faire confiance à un résultat qui nous est apporté par tout un tas de calculs qui peuvent être complexes, c'est quelque chose de vraiment très important à faire au moment du change, de pouvoir s'assurer qu'on fasse confiance au résultat, puisque le résultat a été porté par le métier et a été modélisé, l'outil a été modélisé par le métier, et donc le résultat est celui qu'on attend, et on doit pouvoir en faire confiance, et ce change-là est une part très importante du processus dans le projet. Dans la foulée, tu peux nous livrer le dernier petit secret, on a l'habitude dans nos métiers de ne pas oublier notre cerveau. La meilleure intelligence artificielle, c'est celle de l'être humain. Elle n'a rien d'artificiel, même si elle est divisée sur plein de personnes différentes. Vraiment, voilà, l'important, c'est de revenir à l'humain, dans la confiance en la boîte noire, de venir confirmer les chiffres qui nous sont donnés par l'expérience, par
les gens qui ont le savoir aujourd'hui pour s'assurer que l'intelligence artificielle est bien compris et est bien comment dire, extrapoler ce qu'on a comme information et ce qu'on a comme data. L'humain est la chose essentielle. On peut rien faire en fait avec un résultat apporté par l'intelligence artificielle. Ça ne met pas ça ne remplit pas un camion, ça ne le met pas dans une station-service et indirectement, ça ne va pas non plus aller trouver le nouveau client qui va aller remplir son réservoir ou remplir son véhicule. Donc l'idée, c'est bien de remettre en face l'humain et de lui faire accepter le résultat, mais aussi de l'écouter et de faire de la remontée d'informations pour corriger les biais qu'il pourrait y avoir dans les résultats de l'intelligence artificielle. On fait pas de projet sans parler d'argent, Franck. Donc, on se pose toujours la question du retour sur investissement. La démarche est exactement la même que pour n'importe quel projet. L'évaluation des gains que peut apporter des résultats produits par l'intelligence artificielle est important, même si il y a des choses que l'on ne voit pas. C'est donc, il faut essayer aussi de se projeter en termes de cascade pour mesurer des gains qui sont pas forcément visibles, mais qui vont être induits par l'apport de l'intelligence artificielle. L'estimation des coûts, alors les coûts de la solution, évidemment. Les coûts d'acquisition des données externes à l'entreprise, on en a parlé. Est-ce que j'ai un abonnement, etc. Les coûts projets, c'est-à-dire l'investissement RH à la fois interne et à la fois des éditeurs. La gestion du changement, on vient d'en parler assez longuement. Alors la recherche et la sélection de solutions, c'est quelque chose qui peut être délicat, voire même fastidieux, parce qu'il y a une multitude d'acteurs. Avec les startups aussi, il faut aussi savoir dégager le bon grain de livret. Les coûts d'acquisition, donc on en a parlé, versus l'open data, sur lequel il faut être aussi très propre et mener une veille active. Et puis, il faut aussi savoir arbitrer la performance versus les opérations, déjà, dans un premier temps, et arbitrer le couple coût-efficacité, parce qu'il faut ménager son effort. Il faut faire attention à la disproportion que l'on pourrait donner en temps homme réparti entre un projet et le récurrent et entre différents acteurs, que ce soit les éditeurs, le métier ou une DSI. Alors, toutes les sociétés n'ont pas forcément un ROI non plus pour un tel projet. Donc, le couple efficacité-coût est important. Il est à vérifier en fonction des enjeux de planification, d'optimisation des opérations au sein d'une supply chain, par exemple. Cependant, on assiste quand même à une certaine démocratisation et une certaine standardisation d'outils IA. Tout à l'heure, on parlait d'Alexa, on parlait de Siri, etc. Alors, ces outils-là sont disponibles puisque vous les utilisez tous les jours. Bon, on peut aussi les intégrer à des logiciels de type bureautique, etc. Mais donc, ce sont des packages qui commencent à exister. Certains existent, d'autres un peu plus poussés. Donc, il est possible de trouver sur étagère des choses, mais toujours pareil, on a un algorithme au milieu et il faudra paramétrer avant et étudier en sortie, de toute façon. Pour un projet de type IA, il y a un engagement fort de l'entreprise qui est à mettre en place. Et il faut être convaincu, il faut être prêt à investir aussi en temps et en euros, surtout si le sujet n'est pas connu. Et puis consacrer du temps à la pédagogie vers les équipes pour obtenir une totale adhésion et une totale compréhension avant même la totale adhésion. On arrive bientôt à la fin, donc je voudrais pas. Voilà, c'est le slide qui me manquait. Donc, un sponsorship et un engagement fort de l'entreprise, être convaincu, être prêt à investir et consacrer du temps à la pédagogie. Voilà. Maintenant, on arrive en fait à la fin du webinaire. Je pense que j'ai vu que sur le chat, il y avait énormément de questions, donc on n'a pas pu y répondre. Si vous souhaitez qu'on y apporte plus de réponses, n'hésitez pas à nous envoyer
vos questions et on y répondra. Vous aurez nos coordonnées à la fin de toute façon et puis vous pourrez revoir aussi ce webinaire autant de fois que vous verrez en mode replay. Jean-François, je te laisse la parole pour la dernière seconde qui te reste. Le micro. Avec ton micro, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Merci beaucoup François-Xavier, mais merci Franck et Wiza. Donc ouais, beaucoup de questions. Donc on y répondra. Moi, ce que j'ai appris, ce que nous avons appris à travers ce projet avec vous, Franck et Wiza, et puis même en préparant, on a encore vu d'autres choses en préparant ce webinaire, c'est quand même les apports de cette approche intelligence artificielle. Alors sur les opérations, puisque là le sujet qui nous concerne, c'est l'optimisation de la supply de distribution entre vos entrepôts et vos stations. Donc c'est vraiment l'optimisation des opérations en fonction de paramètres internes et externes à Total. Autre point important, c'est la satisfaction des clients, de vos clients finaux. Effectivement, quoi de plus frustrant quand on arrive à une station-service de trouver la pompe vide finalement, et ça a un impact sur l'image de marque et la notoriété de Total. Et donc, à travers ce type d'approche, l'objectif est d'avoir 0 pompe à sec et d'être toujours capable de faire son plein. Il y a une valeur ajoutée interne pour les collaborateurs de Total. On l'a dit sur le niveau de valeur ajoutée qu'apporte ce type de système, où on ne doit pas oublier l'humain, mais où justement l'humain apporte une dimension à plus forte valeur ajoutée dans les décisions qui doivent être prises pour que les opérations soient efficaces. On l'a vu, ce type d'approche peut être étendu à d'autres fonctions de l'entreprise, peut même servir, on parle de mix, on parle beaucoup de mix énergétique chez Total en ce moment, on parle de biocarburant, on parle d'hydrogène, et donc ça doit être un accélérateur de l'introduction de ces nouveaux carburants dans l'entreprise Total. Et puis, cerise sur le gâteau, on voit beaucoup de communication, mais je sais pour travailler sur d'autres sujets avec Total que ça n'est pas que de la communication. Il y a beaucoup d'investissements sur tout ce qui est décarbonation. Typiquement, en optimisant les opérations de distribution, on diminue les tournées de camions, forcément, donc moins de carburant, moins de pneus usés, moins d'huile, etc. Donc c'est un type de vecteur pour contribuer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre au sein de Total. Et vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, mais qui est importante de souligner. Merci Jean-François. Fatia, notre modératrice, m'a dit qu'on a encore un petit peu de temps. Donc, on va prendre 5 questions là que j'ai sous la main. Alors, Franck, Wiza, quelle équipe avez-vous mise en place pour gérer ce processus ? Quasiment toutes les équipes présentes dans le périmètre de la logistique, de forcément la DSI puisque c'est un projet aussi informatique. On a été en complément des simples IT, avec tous les guillemets qui vont bien, des simples IT. On a aussi eu l'aide d'un data scientist interne qui nous a permis de dépiler nos données et de trouver que les meilleurs modèles ou de confirmer les modèles ou les hypothèses qu'on pouvait avoir. On a sollicité toutes les directions commerciales pour lesquelles la logistique travaille, donc tout le réseau Total que vous connaissez, tous les clients du commerce général qu'on a dans la société, donc tous les industriels et les solutions, et les clients étatiques. Voilà, donc on a fait appel à absolument tout le monde. La logistique étant centrale dans l'entreprise, on a fait appel à absolument toutes les directions pour pouvoir trouver les données, les informations et être sûr que ce qu'on modélisait correspondrait à leurs besoins indirectement. Je pense que le sujet portait aussi sur le récurrent, c'est-à-dire la fonction demand planner. Oui, donc en fait, au-delà des sollicitations et de l'implication des différentes entités qui constituent notre organisation et notre entreprise, on va mettre en place un nouveau job qui sera le job de demand planner, donc qui travaillera essentiellement sur l'outil demand planning que nous sommes en train de développer. Alors donc on ne l'a peut-être pas précisé, mais on n'est pas encore le go live est prévu pour juin
Donc là, on est en pleine phase de recette, donc une des phases clés du projet. Donc, à l'issue du démarrage, un demand planner sera identifié et utilisera l'outil Future Master de prédiction de vente pour réaliser et établir les prédictions de vente pour notre direction. Juste derrière, parce qu'il y a une question que j'anticipe par rapport à une autre, quel est le niveau de gain de qualité de prévision que les outils d'IA ont permis d'obtenir? Alors, aujourd'hui, on est en recette, hein, donc on a quelques tests unitaires aujourd'hui qui sont réalisés et sur certains clients, on est à entre 90 et 95% de forecast accuracy du modèle. Donc ce qui est déjà très bien, une bonne performance. Ça veut dire que par rapport aux contraintes opérationnelles qu'on a sur les erreurs acceptées sur le modèle, ça nous donne une complète satisfaction. Maintenant, encore une fois, attention, on est en phase de recette, on n'a pas encore mis en production l'outil et on n'a pas commencé à réaliser nos tournées de livraison avec ces nouvelles prévisions. Donc, le mode run n'a pas été encore lancé, et ça, on est d'accord. En revanche, de par votre conception de projet, vous aviez quand même lancé des tests en fait, vous donniez à votre algorithme des informations, par exemple 2017-2018, et vous demandiez de prévenir. Voilà, exactement. En fait, c'est ce qui s'appelle tester le modèle. Donc, ça nous permet d'avoir une qualité du modèle. Et les tests du modèle par rapport à notre historique de vente sont concluants. La finesse a fait qu'on descend vraiment au pas du produit dans le client, ce qui était à l'origine plutôt de façon macro et géographique. On avait une zone, on connaissait la tendance d'une zone et de quelques clients dans cette zone-là. Là, on est capable de descendre grâce à l'intelligence artificielle. On descend au pas du produit du client et comme vous le savez, dans les stations-service, on a plusieurs produits. Chacun des produits ne réagit pas pareil. Et l'intelligence artificielle nous a montré pendant les tests que on est capable d'avoir des détails très fins de consommation d'un produit et d'un aléa d'un événement sur un produit et les impacts que ça peut avoir sur les ventes de façon très très fine. Les départs en vacances n'ont pas les mêmes incidences sur tous les produits. Des événements locaux comme les 24 heures du Mans n'ont pas les mêmes incidences sur les produits. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été mis en exergue par l'intelligence artificielle. Et vraiment, la prédiction de vente est beaucoup plus fine et beaucoup plus juste en plus, mais beaucoup plus fine au pas du client. Franck, une question que tu vas adorer. Sponsoring du projet. À 2 points. Alors, dans un projet comme le nôtre, dans une entreprise comme la nôtre, il faut garder le périmètre, les sponsorings se remontent très très haut. On est sponsorisé en direct sur le projet par les directeurs des différentes directions, le commerce, la logistique forcément, notre directrice logistique est notre sponsor direct, mais on remonte aussi au DG de la filiale France de Total Marketing France, mais aussi directement jusqu'à la branche chez nous marketing et services qui gère donc toute toute l'activité marketing du monde. Donc on est regardé de très haut et sponsorisé de très très haut puisque on est dans les premiers à faire de l'intelligence artificielle de façon du côté marketing. Je rappelle notre historique, nous sommes une entreprise principalement industrielle et l'intelligence artificielle n'est pas précisément dans le cœur de nos métiers, même si dans le groupe on l'utilise depuis quelques années autour de la recherche de pétrole et du calcul des calculs de pétrole avant l'exploration. L'intelligence artificielle dans le marketing n'existe pas et on est donc les premiers à l'avoir lancé. Et de ce côté-là, voilà, le sponsoring remonte très très haut. Ça permet l'adhésion aussi, ça permet la mobilisation des équipes pour s'assurer d'avoir les ressources nécessaires. Donc le sponsoring va très haut. Ok, je complète, Franck, je me permets. On parlait de sponsoring et je fais le lien avec une autre question. On va pas donner de KPI parce que comme on l'a précisé dans la présentation,
il faut éviter les biais cognitifs de vouloir reproduire des ROI, mais justement au sujet de sponsoring, le business plan de ce projet a été validé à un très haut niveau de sponsoring. Hein, oui, on est alors compte tenu du projet, du coût du projet en lui-même et plus de nos gouvernances, c'est la branche qui a validé le projet. Voilà, donc le sponsoring remonte très très haut. Les ROI sont aussi très importants et comme ils sont transverses, puisqu'on est capable de mettre des gains sur les commerces, on est capable de mettre des gains sur la logistique, de mettre des gains aussi sur l'environnement, où on parlait des réductions de CO2. Enfin voilà, comme c'est très transverse, du coup on a besoin d'avoir un sponsoring large et donc des validations très importantes et très larges. Ok. J'ai une dernière question, parce qu'après il va falloir quand même que nous nous arrêtions, même si le sujet est très très intéressant. J'ai lu 2 points, activité SCM, donc Supply Chain Management, 2 points SNOP. Avez-vous carrément supprimé ce processus et l'avez-vous remplacé par l'IA? Non. La réponse est non. Non, la réponse est non. Parce que l'IA qui est mise en place ne peut couvrir l'intégralité du SNOP. Donc, elle ne travaille que sur un maillon relativement large, mais elle ne travaille que sur un maillon de la supply chain. Donc, on ne peut pas la remplacer complètement, en tout cas pas dans le cadre de notre projet. Et c'est pas le but non plus. On a des métiers qui sont extrêmement divers et qui ne se basent pas tous sur les résultats apportés par l'IA dans le cadre de notre projet. Donc non, il n'y a pas de remplacement complet du SNOP par l'IA. On aimerait bien, mais on garde des humains quand même. Très bien. Donc l'IA, outil d'aide à la décision, l'humain reste centrique dans nos activités et principalement dans celle de Total. Donc c'est un petit peu la conclusion qu'on peut apporter sur ce webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut conclure définitivement, Franck, Jean-François ou Isa. Moi, j'aurais juste peut-être une petite phrase, pas de conclusion, mais juste pour démystifier un petit peu ce qu'on appelle boîte noire, intelligence artificielle, qui aujourd'hui reste encore des éléments qui ne sont pas maîtrisés de tout le monde ou encore méconnus de tout le monde. En tout cas, nous, sur notre projet, Franck et moi déjà, nous ne sommes pas des data scientists. Nous ne baignons pas dans la culture réseau neuronaux au quotidien, et pourtant, nous avons très très facilement adopté l'outil. Nous avons été capables de mener à bien toutes les étapes d'analyse, de conception, de réalisation. On a énormément appris de choses, donc très très enrichissant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde, donc il ne faut pas hésiter à se lancer et à utiliser ce qui existe aujourd'hui en termes de technologie et d'outils performants. Ok, ça me semble être une très très bonne conclusion, ça, Louisa. Pour mon point, moi je dirais simplement, et pour répondre à la toute dernière question qui est arrivée, savoir si on avait fait ça sur la partie carburant ou sur la partie boutique ou les deux. Tout a été initié sur le carburant, mais on sait que vu l'apport qu'a l'intelligence artificielle et aussi la souplesse d'utilisation de ces outils, on sait qu'on est capable d'élargir demain ces modèles et ces outils sur autre chose que le carburant. Même si la step 1, c'est bien le carburant, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais voilà, on sait que les outils sont suffisamment malléables et suffisamment designés, user-friendly, comme on dit, pour être étendus à d'autres activités assez facilement. On va conclure. Il est 12h15, on a dépassé de 15 minutes. Merci à tous ceux qui sont restés connectés. Merci à ceux qui nous ont suivis. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai repositionné la bibliographie et vous la retrouverez bien sûr sur le document si vous souhaitez télécharger. Et Jean-François, tu voulais dire un dernier petit mot? Non, merci à tout le monde d'avoir suivi le webinaire. Merci infiniment Franck, merci infiniment Wiza et puis FX. Pour ce Merci webinaire. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.